bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 15 avril. Bienvenue dans À l'air libre. À mes côtés aujourd'hui, Antione Rouget, aux manettes de la première demi-heure de l'émission. Antione, bonjour. Quel est ton programme ? Salut Mathieu, dans cette première partie, on va se pencher sur les conséquences sociales de la prolongation du confinement pour les catégories défavorisées. On parlera d'accès à la nourriture, à un logement, mais également de la colère qui gronde en France, mais aussi en Belgique, où des émeutes ont éclaté le week-end dernier à Anderlecht après la mort d'un jeune de 19 ans qui était poursuivi en scooter par la police. On ira ensuite du côté de la Corée du Sud. Là-bas, la population n'est pas confinée, les commerces sont toujours ouverts, mais les écoles sont également fermées. C'est tout l'inverse de la stratégie française, quoi. Et ce mercredi, le pays a connu une participation record aux élections législatives. Merci Antione. Et dans la deuxième partie d'À l'air libre, en compagnie de Jérôme Rodeau, je recevrai le sociologue Antonio Casilli, spécialiste du numérique. On parlera avec lui des inégalités au travail que révèle le confinement et de l'extension possible de la surveillance avec cette crise du coronavirus. Un débat a priori sans vote est annoncé au Parlement fin du mois d'avril sur le traçage numérique des malades du Covid. On ira danser sur les toits de New York avec un jeune danseur qui s'appelle Benjamin Kimmich. Et bien sûr, on va retrouver aussi Usul et Contentin, les confinautes. Je vous rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire: alerlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, covid@mediapart.fr pour vos infos et documents d'intérêt général. À l'heure libre numéro 21, c'est parti. En annonçant le début du confinement en mars, le président Emmanuel Macron avait déclaré que l'État protégerait les personnes les plus vulnérables et les plus précaires d'entre nous, en coordination avec les collectivités territoriales et le milieu associatif. Ce lundi, dans sa nouvelle allocution prolongeant le confinement d'un mois supplémentaire, le président a cette fois annoncé le versement d'une aide exceptionnelle dont les contours sont en train d'être définis pour les personnes défavorisées et les étudiants précaires. Les autorités ont-elles pris la mesure de la gravité de la situation ou les gouvernements craignent-ils seulement en Europe une explosion de la colère sociale dans les mois à venir ? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui 4 acteurs ou observateurs de l'évolution de la situation depuis le début du confinement. Fatima Mostefaoui, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes militante associative dans les quartiers nord de Marseille et la coprésidente de la coordination nationale Passe en nous, qui est une forme de syndicat des quartiers populaires. Alors, anciennement, j'étais Passe en nous, mais aujourd'hui, on a changé, on a grandi un petit peu. On a une association qui s'appelle Avec nous. Voilà, D'accord. Je ne suis plus à Passe en nous, mais je suis toujours présidente de Avec nous. D'accord. Jean-Baptiste Hérault, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le porte-parole de l'association Droit au logement, le DAL. Oui, c'est exact. Nous avons aussi Muriel Sacco, donc depuis la Belgique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, pardon. Oui, c'est ça. Et enfin, Idir Igoudjil, bonjour. Bonjour. Donc vous travaillez au Pôle Solidarité, qui est une structure d'insertion dans le quartier de la Caravelle à Villeneuve-la-Garenne en Île-de-France. C'est ça, le pôle S. Donc pour commencer le débat, peut-être une question pour vous, Fatima Mostefaoui et Idir Igoudjil et Jean-Baptiste Hérault. D'abord, une première question. J'ai rappelé en introduction que les mots d'Emmanuel Macron, qu'on avait peut-être oubliés, mais qui, dès l'annonce du confinement en mars, disait « l'État protégera les plus vulnérables ». Donc pour poser le décor, est-ce qu'un mois plus tard, vous pensez que cette promesse a été remplie, un petit peu, beaucoup ou pas du tout ? Fatima Mostefaoui. Quand on nous a annoncé le confinement, on n'a pas eu d'annonce plus que ça, comment on devait faire, comment on devait s'organiser. Donc, comme d'habitude dans les quartiers prioritaires, les premiers qui s'organisent et les premiers qui font on va nous appeler c'est ce qu'on fait le premier secours, c'est les habitants et les associations. Donc, la première des choses qu'on a faites, c'est de s'organiser, voir qui c'est qui avait besoin de courses, qui c'est qui avait besoin de masques. Donc, on s'est organisé comme ça. Donc, on a essayé de faire comme on pouvait parce qu'on n'avait pas de directive. Et voilà, ça s'est passé de la même manière quand on a déclaré que le sida était quelque chose de dangereux. On ne nous a pas expliqué, donc on ne faisait plus la bise à nos copains homo, on ne parlait plus à nos copains toxicomanes, parce que le fait de les regarder, on allait être infecté. Ça s'est passé de la même manière. C'est
comment on a réagi? On a fait comme on fait dans les quartiers prioritaires. On essaye on a fait le système dès au début et on a commencé à s'organiser. Aujourd'hui, on est mieux organisé, mais la précarité dans les quartiers, elle y est. Et il y en a qui ont encore faim depuis le début du confinement. C'est ça qui est grave aussi. Oui, Idir et Goudjil, est-ce que pour vous aussi, vous avez eu cette sensation au départ de la nécessité en fait de s'auto-organiser, c'est-à-dire que vous n'avez pas compté sur un éventuel soutien de l'État ou des collectivités territoriales, mais simplement vous vous êtes dit, là il y a le confinement, c'est un état de fait, et donc il faut qu'on s'organise pour venir en aide aux habitants. C'est ça, nous on a commencé par s'organiser parce qu'on est une structure avec 200 salariés, la plupart en parcours d'insertion au sein de Pôle S, donc soit en formation, soit sur des dispositifs différents. Du coup, il a fallu organiser le chômage partiel de la plupart de nos salariés et fermer les activités parce que c'est surtout de l'accueil du public. Donc en fait, une fois qu'on avait fermé les activités, on s'est un peu regardé comme ça à travers des caméras hein, sur les visioconférences pour se demander qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'effectivement on n'a pas vu arriver de moyens supplémentaires, on n'a pas vu arriver ni de directives hein, d'ailleurs. Donc on a regardé ce qui se trouvait sur le pas de notre porte en cœur de quartier populaire. Et les premiers sujets qui sont remontés, c'est les tensions entre les jeunes et la police, parce que ça s'est fortement tendu dès le départ et c'est encore assez tendu. Et le deuxième problème qui nous est remonté, c'est l'école à la maison. Et c'est comment est-ce qu'on fait pour assurer l'avenir scolaire de ces enfants, déjà dans un système où l'école dans les quartiers et l'école dans les territoires les plus paupérisés, c'est pas la meilleure école. On a une école qui reproduit quand même pas mal les inégalités. Là, on a une situation où l'école, elle est renvoyée complètement à la maison et du coup aussi complètement à un contexte socio-économique des écoliers, des collégiens et des lycéens. Et du coup, ce qui est apparu comme premier manque, c'était le manque d'équipement matériel. Et sachant que nous, on avait fermé toutes les activités, on avait pas mal d'ordinateurs non utilisés, donc on a mis en place un système de prêt pour les habitants du quartier, pour les enfants et les jeunes. Et du coup, l'idée, c'est que on n'a pas eu de directive pour le faire. On a pris un risque pour le faire aussi, parce que notre matériel, on va devoir le récupérer pour l'utiliser, pour reprendre les activités cet été. Et voilà, on a prêté sur la base de contrats de prêt gratuits, avec, pas forcément non plus de garantie pour nous derrière. Et après, c'est vrai qu'on a aussi essayé de mettre en place des campagnes d'affichage pour inciter les jeunes à rester confinés dans les quartiers, parce qu'on s'est dit que c'était aussi un moyen peut-être un peu moins répressif d'appliquer le confinement que d'inciter des jeunes via de l'affichage et via de la communication vraiment sur le terrain et dans les halls d'immeubles. Fatima Mostefaoui, je reviens vers vous. Les besoins, ils semblent immenses dans les quartiers populaires. Il y a tout le travail d'information dont on vient de parler. Il y a la question de l'approvisionnement en nourriture, de la continuité pédagogique, etc. Est-ce que vous avez dû prioriser l'accompagnement sur certaines tâches, quitte à en délaisser d'autres, ou comment vous faites face à un tel niveau de demande qui doit être sans doute très important pour les militants des quartiers? Alors, la première des choses qu'on a faites avec la participation, avec le partenariat avec Pôle S, c'était de faire une campagne d'affichage qui a été reprise au niveau national pour expliquer que cette épidémie, c'était pas un fake news, c'est ça, là, je sais pas comment on le dit, mais que c'était une réalité. Donc, on a fait, nous aussi, sur Marseille, une campagne d'affichage. On a collé plus de 300 affiches dans les quartiers. Ensuite, on a fait la même chose que le Pôle S. On a prêté nos ordinateurs, parce qu'on a deux fabriques numériques et deux médiations numériques. Donc, on a prêté les ordinateurs, parce qu'il y a des mamans qui nous avaient téléphoné et pour nous dire qu'elles n'avaient pas d'ordinateur. Ils étaient 4 à la maison. Donc, on a fait ça aussi. On a prêté, on a commencé à faire des photocopies pour les attestations. On a rempli des photocopies des attestations parce que les gens ne savaient pas écrire. Et aussi, on a essayé de s'organiser et on s'est organisé à mener
une mémé qui avait besoin de courses. Au lieu d'aller à 3 faire les courses, eh ben, on était 2 à aller faire les courses pour 20 personnes. Donc, et on faisait les livraisons. Ça a pris à peu près 2 semaines dans cette organisation. On a partagé notre Wi-Fi, puisqu'on a fait une campagne d'affichage pour partager sa Wi-Fi avec le voisin. Donc, avec les personnes qu'on connaissait, on leur a dit d'afficher, d'enlever le code de leur Wi-Fi. Donc, elles ont fait ça aussi. Elles ont mis sur... moi, par exemple, dans mon immeuble, j'ai fait un libre accès à ma Wi-Fi. La voisine aussi. Donc, chaque personne qu'on a rencontrée, on fait le libre accès. Aujourd'hui, on a la métropole qui... au bout de 2 semaines, oui, nous a demandé si on pouvait distribuer aux plus démunis. Eh ben, on le fait. Mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas juger si une personne elle est plus démunie qu'une autre. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de papier. Je pense que c'est eux les plus démunis parce qu'ils ont perdu certaines rentrées d'argent. Mais après, vous avez des personnes qui sont dans la précarité déjà, avec le paiement des loyers, parce que les factures, elles ne s'arrêtent pas. Toutes les factures continuent. Donc, il n'y a pas eu d'arrêt. Vous recevez un RSA. Eh bien, il n'y a pas, parce que les petits ne sont plus à la cantine. Donc, c'est... oui, eh ben, la situation, elle s'aggrave de jour en jour, parce qu'on n'a pas de solution. Je ne pense pas que c'est une aide exceptionnelle qui va aider. Je pense que c'est... comment on fait pour pallier à cette crise, parce qu'on a l'impression qu'on est complètement perdu, parce qu'on n'a pas droit au masque, on n'a pas, il n'y a absolument rien, on est complètement... alors, on innove à chaque fois, on voit le besoin d'une personne et on se dit, ben, si elle en a besoin, c'est qu'il y en a d'autres qui en ont besoin. Comment on travaille pour le faire? Mais c'est compliqué aussi, parce que nous, on est des militants bénévoles. Quand on se retrouve dans la rue, eh ben, on se fait contrôler, on a des amendes. Parce que ce qu'on fait, ce n'est pas du travail, ce n'est pas aller chercher des courses de première nécessité, c'est un peu compliqué. Donc, il y a des contradictions à chaque fois. Donc, on essaye de pallier à ça et on essaye d'y travailler. Jean-Baptiste Hérault, justement sur la question des surcoûts qui sont générés par cette situation de crise sanitaire, de confinement. Vous, au DAL, assez vite, vous avez alerté notamment sur la question des mal logés et des sans-abri, en disant qu'il fallait absolument des dispositifs d'urgence. Est-ce que vous pouvez d'abord expliquer pourquoi ça peut coûter plus cher aujourd'hui pour des gens d'être logés et les problématiques qui se posent à vous? Écoutez, bon, d'abord, c'est vrai que l'État a été, la politique de l'État là pour les sans-abri a été désastreuse. Hein, et on compte 3,1 millions de logements vacants dans notre pays et il n'y a pas de réquisition. Enfin, un peu de réquisition d'hôtels par-ci par-là. On fout les sans-abri dans les gymnases. On a saisi le Conseil d'État, qui évidemment, qui est le Conseil de l'État, si vous voulez, il est plutôt du côté de l'État que du côté des requérants et a priori des plus humbles. Et donc, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu quelques petites avancées sur la question des amendes en direction des sans-abri, hein, qui était l'aspect, on va dire, le plus choquant, enfin, le plus évident, quoi. Mais en tous les cas, les sans-logis aussi, les mal-logés aussi, on pense beaucoup à tous ceux qui vivent en surpeuplement, y compris dans les quartiers HLM, quartiers populaires, qui vivent en surpeuplement et qui doivent rester 24 heures sur 24 confinés chez eux. C'est très très dur, quoi. Nous, les familles nous en parlent, on a des témoignages qui remontent régulièrement. Et donc, franchement, c'est tout ça met en évidence l'aggravation de la crise du logement dans notre pays. Et alors, maintenant, ce que on sait aussi depuis le début, mais on le voit aussi, on a des retours de plus en plus de locataires, voire même d'accédants à la propriété, des accédants modestes, hein, ont des difficultés pour payer leur échéance à la fin du mois, pour payer leur loyer. Beaucoup ne peuvent même plus le payer parce que ils ont perdu leur job et tout le monde n'est pas couvert par les mesures prises par l'État. On pense d'abord à, je sais pas, enfin les petits artisans, les auto-entrepreneurs, tous ceux qui travaillent aussi, qui sont dans le travail informel. De toute manière, enfin ceux qui ont été virés par des patrons qui n'en ont rien à foutre des droits des locataires, enfin des habits de leurs salariés, pardon. Donc on a vraiment là on a sans doute d'après on va dire les gros chiffres qui peuvent sortir actuellement sur le sujet et qui ont été moulinés par un économiste de l'IRES, on est aux alentours de moins 2 millions
aujourd'hui et qui ont des difficultés, qui vont avoir des difficultés ou qui ont déjà rencontré des difficultés pour payer leur loyer. 2,2 millions de ménages, ça fait plus de 4 millions de personnes. Il faut bien entendre ça. Et donc, qui sont aujourd'hui en difficulté. Alors, que fait le gouvernement sur cette question-là pour aider les gens? On sait aussi que même quand on est bénéfique, on a les minima sociaux, les sans-papiers, tous ceux qui travaillent au noir, dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, le tourisme, etc. Les jeunes aussi, les étudiants qui sont dans des pioles de bonne et qui font des petits jobs, les étudiants qui travaillent, toutes ces populations-là aujourd'hui ne peuvent pas payer leur loyer à la fin du mois. Et que fait le gouvernement? Il fait rien. C'est-à-dire qu'il a temporisé, on va recommencer les expulsions à partir du 31 mai. Bon, ok, en attendant, ça veut dire que juin, juillet, ça va tabasser, ça va expulser à fond les gamelles. C'est ça qui va se passer. Donc, il faut maintenant prononcer un moratoire des loyers. Un moratoire des loyers, ça veut dire qu'on suspend le paiement des loyers, on suspend toute sanction à l'égard des locataires qui ne peuvent pas payer leur loyer. Et donc, et ensuite, on prévoit un fonds, on met en place un fonds pour apurer les dettes. Soit on dit aux bailleurs, eh ben c'est bon, de toute façon les dettes vous ne pouvez plus les demander. Aux bailleurs, oui, aux bailleurs et aux banques aussi, je pense aux accédants. Mais donc on apure la dette, c'est-à-dire la loi dit, on ne peut pas demander de loyer aux gens qui n'ont pas les capacités de payer pendant toute la durée de l'épidémie et puis les suites. Donc c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est de mettre un fonds ou faire les deux en même temps, je ne sais pas, de mettre un fonds, de mettre de l'argent. L'État a mis 100 milliards pour les entreprises et les salariés, enfin, bon, via le chômage technique, il ne peut pas mettre quelques milliards d'euros pour aider les locataires et éviter des expulsions massives comme on a connu aux États-Unis ou en Espagne, après la crise des subprimes à la fin des années 2000. Vous voyez, franchement, alors nous, à partir de là, on s'est dit, on lance un appel. Là, on lance, nous et d'autres, parce qu'il n'y a pas que nous, enfin, je veux dire, il faut vraiment qu'on fasse alliance là-dessus et qu'il y ait une poussée en direction du gouvernement pour qu'il prenne des mesures concrètes, qu'il arrête de soutenir la rente locative, les rentiers, etc. Et bon, on sait aussi que dans les quartiers, la situation se dégrade. Dans beaucoup de quartiers, il n'y a plus de gardiens, le ménage est mal fait, etc. Les locataires sont obligés de se substituer. Il y a tous ces actes de solidarité extraordinaires qui sont mis en place, mais ça ne suffira pas à régler le problème des locataires, de ceux qui ne peuvent pas payer à la fin du mois. Et donc, on propose de mettre en place un appel, on va dire à la solidarité. Je suspends mon loyer. Je fais d'abord comment dirais-je, un préavis de suspension du loyer. Mais à la fin du mois d'avril, je suspends mon loyer. Je suspends 2 jours, 15 jours. Chacun fera comme il voudra. C'est pas, on demande pas, on veut pas faire une grève illimitée, bien sûr. L'idée, c'est de faire une grève de quelques jours ou un peu plus, et puis ce que chacun a envie de faire. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un mouvement qui se mette en place pour que le gouvernement et les bailleurs comprennent aujourd'hui que la situation est difficile et qu'il y en a marre de cette situation, qu'il faut aujourd'hui aider les locataires qui sont en difficulté, aider tous ceux qui, et bien sûr, il faut aussi réquisitionner, il faut mener une vraie politique du logement qui permette de loger tout le monde décemment. Mais il faut qu'il y ait un mouvement. Et si on n'a pas un mouvement, eh bien, on n'avancera pas et on sera dans une situation de désespérance, des jugements qui vont tomber par dizaines de milliers à l'automne et des expulsions, dizaines, voire centaines de milliers à l'automne et des expulsions massives aussi l'année prochaine. Donc voilà, il faut agir maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir à chaud. Le gouvernement lâche un petit peu de fric et prenne des vraies mesures en direction des locataires les plus en difficulté. Bien sûr, il faut aussi réquisitionner pour les sans-abri. Et puis, n'oublions pas d'arrêter toute expulsion. On veut la trêve hivernale des expulsions toute l'année. Je rebondis juste là-dessus en interrogeant Fatima Mostefaoui sur la question quand même de l'acceptation sociale, de la prolongation du confinement quand on vit dans la précarité, quand on a un petit appartement insalubre, qu'on a du mal à payer son loyer, à faire ses courses, etc. Comment a été perçu, par exemple, dans votre quartier, l'annonce de la prolongation d'1 mois supplémentaire du confinement? Donc certes, il y a une prime de 150 € visiblement qui est en train d'être décidée pour être versée au milieu du mois de mai, d'après les derniers échos du gouvernement. Mais est-ce que vous sentez que la marmite sociale est en train de bouillir et que ça ne peut pas tenir? Comment vous percevez la situation? Alors, déjà, pardon, au début du confinement, les 2 premiers jours étaient assez compliqués. Parce que vous savez que nous, dans les quartiers, on est confinés depuis 30 ans
Et on n'a jamais trop fait attention, on n'a jamais été égalitaire sur certains droits. Aujourd'hui, on est à 3 semaines de confinement. On nous annonce que jusqu'au 11 mai, on est en confinement. Imaginez quelqu'un qui a 3 gamins, qui est dans un T2, ils sont 6 à vivre dedans. Comment on peut vivre dans une maison ou dans un appartement délabré, insalubre, avec 6 ou 7 personnes? C'est compliqué. Donc ça veut dire que c'est impossible ou que les gens vont se dire bon, il y a l'issue du 11 mai, donc je tiens jusqu'au 11 mai, ou pour vous, simplement, on peut plus respecter le confinement pendant un mois? Je pense pas. Je pense que, alors moi, je suis étonnée, mais je suis quand même assez fière, c'est qu'on nous a toujours dit que dans les quartiers, il n'y avait pas de respect. Alors nous, à Marseille, le confinement se passe bien. Il y en a qui ne respectent pas, comme dans le 16e à Paris, ou comme sur le Prado à Marseille. Mais en attendant, les gens, ils respectent, parce que je pense qu'ils sont citoyens plus, parce qu'ils respectent le confinement. Mais peut-être que trouver des solutions pour que le confinement soit plus agréable. Ça veut dire que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'arrêt des payés de loyer, les frais, les factures. Ça permettrait aussi à ce que les gens se disent on est confinés, mais de l'autre côté, on n'est pas obligé d'aller chercher, mettre un système de livraison, mettre un système de nettoyage mieux que ce qui est aujourd'hui dans les quartiers, parce qu'avant c'était pas terrible, mais c'est encore pire maintenant, parce que c'est les habitants qui nettoient et qui désinfectent leurs immeubles. Donc à un moment, il faut nous demander de nous confiner, simplement pour nous dire vous êtes des rats en cage, vous restez, vous attendez à ce que tout soit fini. Non, c'est avec des explications et des solutions. On va aller voir. Pardon. Non, on va aller voir ce qui se passe du côté de la Belgique, où des émeutes ont éclaté le week-end dernier dans le quartier populaire d'Anderlecht, à la suite du décès d'un jeune homme de 19 ans, Adil, qui a été percuté en scooter par une voiture de police alors qu'il avait fui un contrôle. Là, on voit un extrait d'une vidéo qui a été filmée par un voisin du quartier. Et donc on va interroger Muriel Sacco, qui est enseignante. Vous êtes enseignante et chercheuse en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, et vous avez publié ce lundi dans le quotidien Le Soir une tribune, une carte blanche, pour dire notamment que pendant le confinement, la poursuite des contrôles de police complique une situation qui est déjà extrêmement tendue, difficile, on l'a vu. Est-ce que ce sujet des contrôles de police était présent dans le débat public au moment de l'instauration du confinement, ou est-ce qu'il est devenu, avec ce drame et avec ces émeutes? Alors, la question des contrôles de police au moment où le confinement a été annoncé n'était pas vraiment présente. Tout le monde a été un peu pris de court, donc cette question-là n'a pas été soulevée lors de la conférence de presse qui nous annonçait le confinement. Les mesures étaient très vagues en fait. Ce qu'on voit, c'est que voilà, des PV ont été dressés et les premiers procès commencent pour les entraves, le non-respect des mesures de confinement. Les premiers procès ont commencé la semaine dernière ou cette semaine, donc fin de la semaine dernière ou cette semaine. Donc voilà, donc les sanctions sont là. Et apparemment, aujourd'hui, on devrait nous annoncer si elles vont être amplifiées à l'échelle nationale ou pas, mais elles sont amplifiées, ces sanctions, dans certaines villes. Mais ce que soulève cet incident tragique, je pense, à Kuregem, c'est d'une part qu'il y ait des contrôles de police. Ça, je pense qu'on ne peut pas, comment dire,
qu'il y en aura et qu'il y en aura toujours. Ce qu'on peut contester dans ce cas-là, à Kuregem, c'est, et qu'on doit interroger surtout, c'est pourquoi avoir fait, une course-poursuite contre quelqu'un qui fuyait un contrôle de police, alors qu'il y a d'autres moyens maintenant technologiques de le retrouver, qui ne mettent pas la vie, des usagers de l'espace public en danger. Pourquoi est-ce que les habitants dans ces quartiers, ont peur de la police, et pourquoi est-ce que les jeunes fuient pas systématiquement, mais souvent les contrôles de police? Ça pose la question de leur rapport, en règle générale à la police, et et en particulier pendant le confinement. Enfin voilà, ces mesures de police, de contrôle, elles sont perçues durement comme étant, un contrôle supplémentaire, alors que dans d'autres quartiers de Bruxelles, on a vu les gens, danser dans la rue. Alors certes, la police est intervenue, mais elle n'intervient pas de la même façon, avec, des populations peut-être, plus aisées, plus, vivant dans des quartiers résidentiels, plus attractifs. Vous dites dans votre tribune qu'il faut passer d'une forme de culture du contrôle à une culture du dialogue. Selon vous, ça veut dire quoi concrètement? Comment on pourrait opérer cette bascule-là dans le contexte d'un confinement? Est-ce que la police devrait accompagner les habitants pour les attestations, etc. Ou est-ce que vous avez des pistes? Alors en Belgique, on n'a pas d'attestation encore, donc D'accord. on n'en aura sans doute pas, mais donc on a un confinement peut-être un tout petit peu moins strict, qu'en France. Néanmoins, il y a quand même des sanctions, donc nos téléphones sont également, utilisés pour contrôler nos déplacements, enfin pour en tout cas observer nos déplacements, mais il n'empêche que la présence de la police dans ces quartiers et à Kuregem en l'occurrence en particulier, n'est pas perçue comme étant, une présence qui peut être aidante pour la population. Elle est souvent, et le plus souvent, synonyme de sanction et de punition. Donc c'est ça le rapport, et aller vers une culture du dialogue, ce serait, qu'une autre image de la police s'installe, et pour qu'une autre image de la police moins répressive s'installe, il faut que d'autres mesures que la répression soient mises en œuvre dans ces quartiers. Alors, il y a une petite police de proximité, ça j'en doute pas, enfin je ne le remets pas en cause, mais la majorité des interactions qu'ont les personnes avec la police sont sur un registre de la sanction et pas de l'aide, comme on a dans le policing dit un peu plus communautaire. Voilà. En France aussi, il y a des tensions. Jean-Baptiste Ayrault, avant le début de cette émission, quand on l'a préparé ensemble, vous m'expliquiez que, par exemple, à l'échelle de votre quartier, vous étiez organisé, par exemple, pour la distribution d'attestations, etc. Pour vous, ça veut dire qu'il y a, y compris dans l'impréparation du confinement, ça veut dire qu'on n'a pas raisonné aussi en pensant que dans des quartiers, il n'y avait pas la possibilité d'imprimer, de faire ces attestations, de les rédiger, etc. C'est-à-dire qu'il y a évidemment beaucoup de gens, comme l'a dit tout à l'heure Fatima, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'imprimante chez eux, voire même qui savent pas écrire, pour certains d'entre eux. Donc ils sortent, et puis ils sont à la merci d'un contrôle de police qui évidemment passe fréquemment. Ça, on les voit régulièrement en ce moment, les petites patrouilles de police en voiture et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Quand les gens voient la police, ils se sauvent, s'en vont. Bon, les jeunes, ils se mettent à courir, et voilà, et hop, allez, course-poursuite, etc. Et un jour, ça va mal finir, comme à Bruxelles, et donc comme plein d'autres quartiers. Donc, il faut aujourd'hui, c'est évident qu'il devrait y avoir mise à disposition par les municipalités, je sais pas, enfin des attestations. Il devrait y avoir encore plus, je veux dire, d'aide pour les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles. C'est vrai qu'il faut s'appuyer sur la solidarité du quartier, de l'immeuble, les relations qu'on a entre nous, etc. C'est très important. Nous aussi, enfin moi je le fais aussi de mon côté. Bon, on est intervenu aussi pour empêcher des expulsions d'hôtels. Il y avait des hôtels qui voulaient fermer, virer les familles, les remettre dans la rue.
bon, en plein confinement, tout ça, ça fait partie de notre action quotidienne. Mais sur cette question de l'aide, du soutien aux familles, aux personnes les plus vulnérables, c'est clair que l'État aujourd'hui il est défaillant. Dire Egoudjil, sur la question des tensions dans les quartiers populaires, est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui est croissant et que la tension aussi autour du confinement exacerbe un petit peu ça, et comment voilà, quel est votre ressenti aujourd'hui, y compris avec la prolongation du confinement? Est-ce que vous vous dites aussi qu'il y a un risque de bascule dès lors qu'il y aura un incident, ou s'il y a un incident dans les quartiers? Mais en fait, la question que vous nous posez aujourd'hui, c'est est-ce que la colère sociale qui monte, est-ce qu'on a une colère sociale qui monte? En fait, c'est pas comme si on avait une situation qui jusqu'ici était très apaisée, où tout se passait bien, et là, il y a le coronavirus et la colère sociale monte. Disons que en fait, on a un phénomène qui a un effet de loupe, en fait, sur absolument tous les problèmes que nous on connaît plutôt bien en tant qu'acteurs ou association des quartiers populaires. Et celle de la violence policière, c'est une des questions effectivement, comme ça me rappelle ces images sur les tout premiers jours du confinement à Châteaurouge, de policiers qui hurlent sur tout le monde alors que les gens ils sont en train de faire leur marché, que le confinement c'est pas un confinement complètement hermétique, que même quand on lit une attestation du gouvernement, ben on est confiné mais on a le droit de se balader pendant 1 heure à 1 kilomètre de chez soi, pas forcément tout seul. Donc il y a aussi enfin, je veux dire, on est beaucoup plus prêt à appliquer des règles qui sont, enfin, appliquées presque plus strictement qu'elles ne sont au départ dans les quartiers, parce que voilà, enfin voilà, les problèmes de police qu'on connaît, c'est des policiers qui ont des âmes de cow-boys, c'est des jeunes, c'est des flics hyper jeunes qui arrivent et qui connaissent pas forcément du tout les territoires, qui arrivent avec leurs préjugés, qui du coup en termes de traitement et de la relation du citoyen au policier, ben, ça pose des gros problèmes. Moi, la question que ça m'a posé, cette question-là, enfin les vidéos de Châteaurouge, c'était, enfin, en fait, l'État a déterminé un cadre dans lequel il interagit avec avec les citoyens pour pouvoir faire disons, appliquer le confinement. Et je ne crois pas qu'à aucun moment on ait dit d'hurler sur les gens. Si les gens sont dehors et qu'ils sont pas censés être dehors, on leur met une amende et on n'en parle plus. Les gens rentrent chez eux. J'avais l'impression que parfois il y a presque un petit plaisir comme ça à vouloir faire appliquer et de la manière la moins douce possible les différentes mesures. Après, sur la question de l'école aussi, par exemple, que j'ai abordé aussi tout à l'heure, c'est voilà, on a une situation qui au départ déjà est défavorable à plus un pan de la population, et en fait là on a donc un effet grossissant et du coup voilà des inégalités qui préexistent et qui vont se creuser parce que j'ai pas accès au bon matériel. Quand j'ai accès au matériel, j'ai pas accès à la bonne connexion. Si j'ai du matériel et de la connexion, bah, j'ai peut-être des parents qui ont pas le privilège de pouvoir m'aider à faire mes devoirs ou pouvoir m'accompagner en tout cas dans ma scolarité du matin jusqu'au soir et tous les jours pendant 2 mois. Donc voilà, c'est vraiment une colère sociale qui monte, oui. Une colère sociale peut-être dont la montée est accélérée, oui, complètement. Ça me semble évident et que l'État s'en rend compte aussi. Et on verra bien ce qui va nous arriver dans les prochains mois. Justement, une dernière question pour finir le tour, Fatima Mostefaoui, cette colère, on la ressent, on voit les conséquences aussi qui vont être durables pour les populations notamment dans les quartiers populaires, avec le prolongement maintenant du confinement. Est-ce que vous savez, est-ce que vous arrivez à vous projeter sur l'après? Est-ce que vous savez ce que ça peut provoquer? Je vous dis ça parce que il y a eu notamment ce week-end dans la presse française des échos, y compris de notes ou de remontées des services de renseignement qui craignaient qui disaient craindre une explosion sociale à la sortie du confinement. On imagine que cela est regardé évidemment de très près par le pouvoir, et que peut-être cette annonce
de la prime de 150 € qui est évidemment dérisoire face au défi dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a un risque d'explosion en sortant de confinement, ou que c'est encore trop tôt pour se prononcer? Alors, je vais juste revenir parce que sur le comportement de la police dans les quartiers. Aujourd'hui, la police dans nos quartiers abuse de son autorité. Déjà, à l'époque, elle abusait de son autorité. Aujourd'hui, elle a triplé ou elle a multiplié son abus. Juste un exemple, vous allez au centre commercial à Carrefour, vous avez des pépés et des mémés qui sont là en train de faire la queue pour faire leurs courses. Eh ben, la police, elle est devant la file d'attente et demande les attestations et elle met les amendes aux personnes. Donc, à un moment, est-ce que c'est pas, parce qu'on se pose la question aussi, hein, et c'est ça qui va mener à la crise sociale, c'est est-ce que c'est pas pour récupérer de l'argent, parce que c'est peut-être c'est plus facile de récupérer de l'argent dans les quartiers quand vous allez à un pépé qui a 90 ans et qui sait pas lire et écrire le français, et vous lui mettez une amende. Est-ce que c'est pas du profit est-ce que c'est pas un profit d'autorité ou d'avoir une pression sur les gens, de dire que vous êtes des sous-citoyens, et là aujourd'hui on vous montre vraiment que vous êtes des sous-citoyens. Bien sûr qu'après cette épidémie, ça dépendra de ce qu'on va faire après, parce que comme il a dit Monsieur le Président, il y a un avant et un après. Mais si l'avant, il est, pour nous, dans les quartiers populaires, il n'y a pas d'après, mais il est comme avant et il est encore pire, bien sûr qu'il y aura une révolte sociale. Aujourd'hui, les flashballs, c'est pas que les quartiers populaires qu'on les reçoit. Donc là, il y a une autre tranche de la population qui a compris ce que c'était la répression. Aujourd'hui, il y a des endroits où il y a un peu plus de répression, et il y a des endroits où on abuse de la répression. Bien sûr qu'il y aura une révolte sociale, bien sûr qu'il faudra la préparer, mais pas la préparer avec des flashballs, des interdictions. Moi, je vous dis, moi, j'habite dans un quartier assez calme, mais c'est un quartier prioritaire. La police, la dernière fois, a fait un contrôle, et avant de partir pour nous remercier, elle nous a balancé 3 bombes lacrymogènes. Voilà. Donc, à un moment, c'est un petit de 17 ans qui descend pour aller acheter des pommes de terre pour sa mère chez les légumiers à côté, et que vous avez 3 camions de police qui s'arrêtent pour un petit de 17 ans pendant 1 heure, on le tape. Eh bien, ça, c'est de la provocation, et ça, c'est montrer que... Parce que moi, je pense que la police, avec son uniforme, elle représente la France. Et quand on voit ça, on se dit, elle n'est pas jolie, la France. Parce que quand on a un problème comme ça, ou des vies, on ne compte plus les personnes qui sont parties, on se dit, normalement, elle aurait dû, dès le début, c'est-à-dire de faire de la pédagogie, c'est expliquer, je prends mon stylo, même si je suis un policier, et je remplis l'attestation pour la personne. Ça permettra de donner une nouvelle image. Vous savez, moi, j'habite dans un quartier, vous avez des pompiers en face. Eh bien, leurs femmes, elles se bronzent, elles sortent, la police, elle passe. Eh bien, moi, je suis dans mon balcon, je me dis, je vais mettre mon maillot, et je vais sortir me bronzer. Eh bien, moi, je n'aurai pas le droit de me bronzer. Donc, il y a aussi de la discrimination, il y a tout ça qui se mélange. Et là, aujourd'hui, si on ne veut pas qu'il y ait une révolte sociale, eh bien, il faudra se préparer. Mais ce n'est pas se préparer le 11, il faut se préparer maintenant. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on met en place? On parle des délogés, on parle des appartements insalubres. Comment on va y travailler? Comment on travaille pour que les personnes elles puissent gagner plus de ce qu'on a le SMIC aujourd'hui? Comment on fait pour... Eh bien, ça nous a donné la preuve qu'aujourd'hui, notre système français, il est complètement bancal. Comment on travaille avec les personnes du terrain? Comment on travaille avec les personnes qui savent et les personnes qui ont l'habitude? Comment on travaille avec eux? Comment on met tout le monde? Il y a le DAL, vous avez plein de gens qui s'occupent des logements. Vous avez des appartements vides. Aujourd'hui, il y a des gens qui dorment encore à la rue, et vous avez des appartements vides et que personne n'a été capable de réquisitionner. C'est bien sûr qu'on va avoir une révolte sociale. Et peut-être que cette révolte sociale, parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont fait les reproches, nous les quartiers, de ne pas aller dans les manifestations des Gilets jaunes ou dans les nuits debout, peut-être que la révolte sociale, elle partira des quartiers. Mais vous savez que tout le monde s'est préparé à ce qu'on ne se révolte pas aussi. Parce que toutes les expériences, on les a faites chez nous. Donc, à un moment,
comment on la prépare intelligemment ensemble, mais on ne la prépare pas qu'avec des sachants. On la prépare avec les gens qui pratiquent toute la journée la violence et qu'on pratique sur eux la violence, excusez-moi, et comment on travaille avec ces personnes-là aussi. Comment on travaille avec les personnes qui sont confinées dans des conditions inhumaines. Comment on travaille avec les gens qui vivent le confinement, le fait d'être désespéré parce qu'on s'angoisse pour son enfant et qui va être encore à la chaîne. Ou qu'est-ce qu'on fabrique? On fabrique les ouvriers de demain. Est-ce qu'aujourd'hui, comment on travaille tout ça pour qu'on arrive à diminuer cette violence qui va être au-delà du mois de mai, du mois de juin, du mois de juillet, parce que je pense que la colère, elle va gronder. Et là, les premiers qui vont en subir les conséquences, c'est les quartiers prioritaires. Merci à tous les quatre pour vraiment pour ces explications, ces réponses et vos témoignages, pour cette discussion dans des conditions techniques voilà, qui sont celles de nos lieux de confinement. Je vous souhaite vraiment bon courage à toutes et à tous pour ces prochaines semaines et puis on se tiendra évidemment au courant, hein, et sur Mediapart on continuera évidemment à suivre précisément ce qui se passe dans tous les quartiers populaires. Nous prenons désormais la direction de la Corée du Sud, où il y a une toute autre ambiance, puisqu'aujourd'hui, c'était les élections législatives et il y a eu un taux de participation record. La Corée du Sud, pays de 51 millions d'habitants, continue à vivre. On n'y est pas confiné, les commerces sont ouverts et on a même voté massivement ce mercredi pour le renouvellement des 300 députés de l'Assemblée. Pour en parler, nous recevons Federico Jardias. Bonjour ou bonsoir Frédéric. Bonjour Antoine. Tu es le correspondant de Mediapart à Séoul et tu as suivi cette journée de vote particulière en Corée du Sud avec une participation historique. Je crois qu'on atteint des scores tels qu'en 1992. Tu peux nous en dire plus? Oui, alors la participation, elle est impressionnante. On est à 66,2%. C'est beaucoup pour des élections législatives en Corée. C'est la première fois depuis, oui, tu l'as dit, donc depuis 92 qu'on a ce chiffre, et c'est d'autant plus impressionnant qu'on est en pleine pandémie Covid. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est dans les gens, quand je parle aux gens qui ont été votés, c'est que certains disaient qu'ils n'avaient pas peur, d'autres disaient qu'ils avaient peur, mais qu'ils allaient voter quand même. Et en fait, la raison pour laquelle tout le monde a été voté, c'est parce que les autorités ont vraiment pris des précautions sanitaires qui étaient impressionnantes. Il y a eu 1,5 million de fonctionnaires qui étaient sur le pied de guerre pour tout organiser, et la façon dont ça se passait dans les bureaux de vote. Donc il y avait 14 000 bureaux de vote. Toutes les personnes arrivaient, chaque personne devait se faire prendre la température avant de pouvoir rentrer dans le bureau de vote. Et alors les non-fiévreux étaient autorisés à rentrer dans le bureau, ils devaient se désinfecter les mains, on leur donnait des gants en plastique. Tout le monde portait un masque, le masque est obligatoire. Et une fois qu'ils rentraient dans le bureau de vote, le seul moment où ils enlevaient leur masque, c'est 3 secondes pour montrer leur identité, pour vérifier leur identité. Ensuite, ils votaient et ils sortaient. Les gens qui avaient de la fièvre, eux, devaient voter à part dans des pièces qui étaient ventilées et désinfectées après chaque passage. Et ce qui est intéressant, c'est que s'ils avaient des symptômes, on les conseillait, on leur demandait d'aller se faire dépister après. Donc quelque part, il faudra voir les résultats, mais il y a la moitié des Coréens, on a mesuré littéralement la température de la moitié des Coréens aujourd'hui. Et sur la participation, ça semble être déjà un plébiscite dans le choix du gouvernement en fait d'organiser de telle façon les élections. Est-ce qu'il y a eu un débat ou une polémique en amont sur le fait de maintenir les élections, ou est-ce que en fait ça a été paru une évidence parce qu'il y avait des consignes sanitaires et un appareillage tel que tu l'as décrit suffisant pour garantir la sécurité des électeurs? Il n'y a pas vraiment eu de débat pour ne pas maintenir le scrutin. Les conservateurs ont un peu râlé parce que le problème s'est posé pour les Coréens de l'étranger. Les Coréens d'étranger votent en allant dans leur consulat. La moitié vivent dans des pays confinés, donc eux n'ont pas pu aller voter. Donc ça fait quelques dizaines de milliers de Coréens qui n'ont pas pu aller voter, ce qui est problématique.
Mais à part ça, une citation d'un chercheur que je trouve intéressant qui a dit si nous avions dû repousser le scrutin, nous aurions dû lutter contre l'épidémie sans gouvernement légitime. Le meilleur traitement contre le Covid, ce sont des dirigeants compétents et réactifs. Et je trouve ça assez juste. Et vraiment, non, il n'y a pas eu vraiment de débat. Et même pour les gens, ce que c'est intéressant, c'est pour les gens il y a 50 000 Coréens aujourd'hui à peu près qui sont en quarantaine, qui sont isolés. Et pour ces gens-là, il y a aussi une procédure de vote qui a été prévue. C'est-à-dire qu'à la fin quand les bureaux de vote ont fermé, les gens en quarantaine ont pu aller voter après tout le monde. Et ils n'avaient pas le droit de prendre les transports en commun. Ils ont voté sous la surveillance de leur officier de quarantaine, mais en tout cas, c'est organisé. Donc il y a vraiment, ça a été organisé avec une organisation qui était remarquable, vraiment. C'est le différentiel avec ce qui se passe en France est vraiment assez évidemment frappant et stupéfiant. Les chiffres officiels sont aussi impressionnants en Corée du Sud. Si je me trompe pas, il y a 10 000 personnes qui ont été contaminées au total pour Ouais. 200 morts et seulement 30 nouvelles contaminations par jour. Ces chiffres-là officiels ne sont pas contestés par la population. C'est donc le résultat d'une stratégie de test dès le début. Comment tu l'expliques concrètement? Comment ça se matérialise aussi au quotidien? Alors, bah oui, ça s'explique parce qu'en fait, dès le début de la crise à Wuhan, les dirigeants coréens ont pris ça très au sérieux. Ils ont convoqué début janvier leur industrie pharmaceutique en leur disant on a besoin d'un test très rapidement, vous travaillez dessus et on vous l'homologuera très rapidement. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand il y a eu la première explosion des cas en Corée, bah, les Coréens étaient prêts et très rapidement, ils ont pu tester des dizaines de milliers de gens. Au plus fort de l'épidémie ici, ils testaient jusqu'à 20 000 personnes par jour, ce qui est énorme. Et du coup, c'est cette stratégie-là qui a permis d'éteindre les foyers d'épidémie dès qu'ils apparaissaient. Et c'est dû à la fois à des dirigeants qui ont été très réactifs et aussi parce qu'il y a une base industrielle solide et des entrepreneurs un secteur privé qui a très bien fonctionné. Et au quotidien, donc les écoles sont quand même fermées. D'ailleurs, c'est quelque chose qui moi me surprend en France, c'est qu'on parle déjà de rouvrir les écoles alors que tout le monde est confiné, alors que même en Corée, qui pourtant maintenant dompte contrôle bien l'épidémie. Tu l'as dit, on a une trentaine de nouvelles contaminations par jour, dont derrière la moitié, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, on est à une quinzaine de nouvelles contaminations locales par jour. Bah, la Corée a toujours pas rouvert ses écoles. Et en France, c'est quelque chose qui m'interpelle un peu. J'aimerais comprendre quel est le raisonnement, quelles sont les raisons pour lesquelles on décide de rouvrir d'abord les écoles. Ouais. Justement, donc les commerces ont été réouverts, enfin sont ouverts. On peut aller au Ils ont restaurant, etc. D'accord. jamais fermé, ouais. Et les écoles sont fermées. Et donc, Voilà. Alors oui. il y a un débat autour de ça. Est-ce qu'il y a des responsables politiques qui disent faut réouvrir les écoles et des gens qui disent non, c'est pas encore suffisant, ou c'est unanimité pour dire c'est des foyers de contagion tels que pour l'instant on laisse les écoles fermées, et comment s'organisent les gens du coup? Alors, bah, il y a jamais d'unanimité complète, mais les gens voient que c'est la crise, ils voient ce qui se passe dans le monde entier et eux sont pas confinés. Donc les gens acceptent et respectent les décisions qui sont prises. Au tout début, les gens avaient un peu peur, il y avait beaucoup moins de monde dans les rues, tout le monde portait un masque. Alors maintenant, tout le monde dans la rue porte toujours un masque, mais on voit plus de monde. Les restaurants commencent à se remplir. Pour beaucoup de Coréens, la crise est déjà terminée. Quelle était ta deuxième question? Non, et justement sur le maintien des écoles fermées, c'est en termes d'organisation dans les familles. Est-ce qu'il y a eu des dispositifs, soit pour la continuité pédagogique des élèves, ou sinon pour que les parents puissent continuer à sortir, etc. Non, il n'y a pas de solution d'État. Par contre, pour la continuité pédagogique, les professeurs, comme en France, donnent des cours par webcam. Et ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont utilisé, il y a une chaîne de télé éducative qui donne des cours pour les enfants en dessous d'un certain âge. Parce que même si on est un pays très connecté, il y a quand même des familles où il n'y a pas assez d'ordinateurs, donc passer par le web et par l'ordinateur ne peut pas être non plus une solution. Donc ils utilisent aussi la télévision pour ça.
C'est moins le cas aujourd'hui, mais simplement pour terminer, au début de la crise, notamment, pas mal de dirigeants occidentaux ont pris de haut la manière dont la crise avait été gérée, notamment en Asie, ont délégitimé certains choix. Toi, depuis Séoul, quelle est ta perception sur le regard qu'ont pu porter des dirigeants occidentaux ou qu'ils portent encore aujourd'hui sur, par exemple, le comportement très discipliné de la population sud-coréenne? Moi, ça m'agace beaucoup parce qu'on lit les Coréens, ils obéissent, ils sont très moutonniers. C'est pas vrai. C'est complètement faux. Les Coréens, une des raisons pour lesquelles il y a eu un pic d'épidémie, c'est parce que justement, il y a une secte dont les gens n'ont pas respecté les consignes et même s'ils étaient malades et s'ils avaient des symptômes, sont sortis. Non, si la Corée s'en est sortie, c'est pas parce qu'ils seraient confucianistes ou plus obéissants que les autres. C'est juste qu'il y a une volonté politique à un moment de préparer assez de tests pour tout le monde et de prendre ça au sérieux. Et une autre chose moi, qui m'agace un peu, c'est qu'on lit beaucoup de choses très fausses sur la politique de traçage et de suivi des gens contaminés. En fait, en Corée, il y a une politique de dépistage, mais il y a aussi une politique il faut tracer, il faut remonter, savoir quand quelqu'un est malade, comment il a été malade, et il faut aussi prévenir tous les gens avec qui il était rentré en contact pour qu'ils puissent se faire dépister. Donc, ce que fait le gouvernement, c'est qu'il demande aux gens qui sont positifs de révéler leur itinéraire dans la semaine qui a précédé, et notamment ils utilisent pas les données GPS des téléphones, mais ils utilisent le bornage, c'est-à-dire qu'ils regardent là où le téléphone s'est déplacé, donc ils utilisent les données des opérateurs téléphoniques. Et c'est une pratique que je lis souvent en France. Ah, ça serait pas applicable en Europe. Je vois pas pourquoi. C'est limité dans le temps, c'est prévu par la loi, c'est encadré, les données sont anonymisées pour pas qu'on puisse identifier les gens. C'est seulement les gens malades. Et c'est pas parce que je lis parfois que les Coréens seraient moins épris de liberté ou la liberté individuelle serait moins importante, ce qui est complètement moins importante ici, ce qui est complètement faux. C'est juste que les Coréens comprennent l'urgence et ils préfèrent ce compromis où, pour les personnes contaminées, oui, pendant une semaine, ils devront révéler leur déplacement, mais en échange de ça, on peut toujours se déplacer, quoi. On n'est pas confiné. Et lire que c'est pas applicable en France parce qu'on aurait une certaine conception de la liberté individuelle qu'auraient pas les Asiatiques, ça me met en rogne parce que les Coréens ont des valeurs aussi. Enfin, ils sont battus pour leur démocratie il y a encore 20 ans, 30 ans. Ils sont très attachés à leurs valeurs diplomatiques, à leurs valeurs démocratiques. Merci beaucoup, Frédéric. On continuera à lire, à te lire sur Mediapart et à voir l'évolution de la situation. On attend aussi les résultats officiels qui sont pas encore stabilisés en Corée du Sud. Merci beaucoup et puis à bientôt alors. Merci. Merci à toi, Antoine. La minute détente, maintenant, elle nous est offerte aujourd'hui par le danseur Benjamin Kimmich qui vit à New York où le Covid ne cesse de faire des ravages. Plus de 10 000 personnes sont désormais décédées dans l'État de New York du coronavirus. C'est un État qui est meurtri, désormais en quarantaine et où les artistes perdent leur contrat et se retrouvent dans une grande précarité financière. Donc le danseur Benjamin Kimmich vit à New York. Il a improvisé une danse sur son toit, danse silencieuse sur le requiem de Gabriel Fauré, dans ses écouteurs avec la ville en fond et le bruit incessant des ambulances. Je vous laisse découvrir cette échappée poétique au milieu de la tristesse.
Merci Antione. Bonjour à toutes et à tous. Dans la deuxième partie d'Alerte Libre, nous allons prendre le temps d'une discussion sur nos vies numériques au temps du coronavirus. On nous parle de traçage individuel via une application magique pour sortir du confinement. Pendant ce temps, des livreurs à vélo sans protection sociale digne de ce nom, travailleurs numériques dont le mouvement de pédale est actionné d'un clic sur nos smartphones sans qu'on se rende compte parfois, risquent d'être exposés au virus dans une indifférence générale. Pour dérouler tout cela, nous avons le plaisir de recevoir Antonio Casilli. Bonjour. Bonjour. Professeur à Télécom Paris, chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales. Pour vous interroger avec moi aujourd'hui, Jérôme Ourdeau, journaliste à Mediapart. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme, en quelques mots, peux-tu nous présenter notre invité ? Donc, bonjour Antonio. Donc Antonio Casilli est sociologue, chercheur à l'EHESS. Il a commencé donc sa carrière au début des années 2000 en travaillant plus sur les communautés, si je me souviens bien, notamment les communautés anorexiques et les communautés sur Internet. Et depuis quelques années, il a développé un nouveau champ de recherche qui est celui des travailleurs du clic, donc du travail numérique, et dont est sorti un livre sorti l'année dernière, En attendant les robots au seuil, et qui s'est décliné là en début d'année sous la forme d'un documentaire, Les Invisibles, diffusé sur France 4. Et il est par ailleurs un observateur attentif des libertés publiques et membre de la Quadrature du Net. Parfait, merci Jérôme. Alors, je voudrais commencer par cette question, Antonio Casilli, assez large, et question peut-être qui rejoint certaines des préoccupations des gens qui commandent sur Mediapart, qui nous envoient des mails ou qui regardent nos émissions. Et la question s'adresse aux sociologues et aux savants aussi. En ce moment, beaucoup d'entre nous, pour des raisons sans doute irrationnelles, parfois ont le sentiment d'assister à une sorte de dystopie comme ça, où se cumuleraient tous nos fantasmes sur le futur, hein, la pandémie, la destruction, l'accroissement sans fin possible de la surveillance, l'arbitraire, pourquoi pas, l'autoritarisme, et tout ça travaille dans nos têtes et s'accumule en ce moment, en créant parfois une sorte de panique. Êtes-vous, comme sociologue qui travaillez très concrètement sur les questions du numérique, sur l'intelligence artificielle, sur tous ces sujets, travaillez-vous aussi par ce sentiment, ou est-ce que nous entretenons tous collectivement une forme d'illusion et de fantasme dont il conviendrait peut-être de se départir pour penser avec un peu plus de rationalité ce qui est en train de nous arriver? Alors, écoutez, franchement, on se retrouve en tant que chercheur ou en tant qu'intellectuel public, même en tant que citoyen, face à une double injonction aujourd'hui. D'une part, produire des cadres d'interprétation qui soient cohérents avec ce qu'on sait, donc finalement ce dont on peut parler. Et dans mon cas, évidemment, c'est l'analyse des systèmes sociotechniques, de la société numérique, de ses implications sociales, mais aussi économiques. De l'autre, il y a une autre injonction, c'est cette pression très forte à renouveler ces mêmes cadres et donc finalement à ne pas répéter toujours la même chose. Et c'est extrêmement difficile. Personnellement, j'ai pris une position très précise et concrète. Franchement, dans ce contexte, il faut tenir le cap et donc finalement ne pas s'éloigner de ce qu'on sait. Et donc, ce que sur lequel j'insiste depuis le début de cette crise, laquelle, par ailleurs, se décline de manière différente selon les pays. Et dans mon cas, je l'ai déjà vécu avec un peu d'avance en Italie et ensuite en France et ensuite, évidemment, aussi dans d'autres pays avec lesquels je continue d'avoir des contacts. Je pense à la Corée du Sud. Donc, dans tous ces pays, il y a finalement la concrétisation avec l'urgence sanitaire, avec la crise du coronavirus, de tout un ensemble de questions et finalement de dynamiques sociales et technologiques qui existaient déjà. La première, évidemment, c'est la collecte de données et la croyance qui finalement relève plutôt d'une croyance magique dans cette surpuissance de la big data, même quand la big data n'existe pas, hein, même s'il n'y a pas de données disponibles. Ensuite, et donc cette prolifération que vous voyez partout de visualisation du nombre de décès, du nombre de personnes guéries, du nombre de personnes hospitalisées, qui, soyons clairs, même du point de vue de la qualité de cette donnée, est assez médiocre, parce que chaque pays, typiquement, a ses propres méthodes pour comptabiliser ses décès, ses guéris et ses personnes positives au coronavirus. Et finalement, on est en train très souvent de comparer et de mettre ensemble, comme le disent les Anglais, des oranges et des pommes. Donc des entités qui sont souvent différentes. Donc, ensuite, il y a l'autre question qui est
celle de la surpuissance des plateformes numériques. Et la surpuissance des plateformes numériques est quelque chose qui s'est imposé surtout au regard des citoyens français depuis le début de l'urgence sanitaire, avec finalement la pénétration de systèmes d'intermédiation numérique dans notre quotidien, même plus qu'avant, ou alors de manière certainement plus visible et explosive qu'avant. Le fait de devoir passer très vite et de manière, les militaires diraient, à mode dégradé, c'est-à-dire qualité inférieure par rapport à ce qu'on avait eu au début. De devoir passer, je disais, au télétravail est quelque chose qui a mis la majorité des travailleurs français et des travailleuses françaises face au fait que le télétravail n'est pas cette vision idéalisée d'une activité, d'une occupation qu'on peut effectuer depuis chez soi, selon ses propres modalités, selon son timing et surtout qui garantit des marges d'autonomie plus importantes. Au contraire, l'autonomie est réduite, on se retrouve face à une pression à la production et à assurer la continuité. C'est un numérique qui est en plus complètement dominé par des acteurs industriels en position hégémonique, c'est-à-dire les Skype, Teams ou les nouveaux arrivés comme Zoom se sont imposés comme finalement les plateformes, les seules plateformes vers lesquelles on peut se tourner, alors qu'on a énormément d'outils libres et d'outils qui ne sont pas commerciaux et qui sont à disposition de tout le monde et qui marchent extrêmement bien. Donc déjà, les plateformes de visioconférence ont envahi et ont monopolisé tout un tas d'activités humaines parce que ces mêmes plateformes qu'on utilise pour nos réunions de travail, on les utilise ensuite pour rencontrer les gens qui sont, pour les apéros ou alors par exemple pour passer des coups de fil avec ses parents ou ses enfants, ça dépend. Et donc vous voyez qu'il y a ce dont je parlais il y a déjà une dizaine d'années avec la question des liaisons numériques, finalement, des relations sociales qui passent par une intermédiation numérique, et ceci n'est pas neutre, parce que ceci provoque des situations finalement de chercher à gérer la proximité et la distance sociale qui sont entièrement différentes par rapport au présentiel. Et après, évidemment, il y a aussi l'impact économique et surtout la consolidation de la position hégémonique de ces plateformes sur le plan économique. La livraison, la logistique est désormais dominée par des acteurs comme Amazon ou alors, par exemple, parmi les travailleurs qu'on considère et qu'on continue de considérer comme essentiels, on garde par exemple les livreurs. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment très importante et très grave. Justement, on va en parler. Sur votre compte Twitter, hier, vous avez publié une vidéo assez fascinante, on va la voir. C'est à Milan, en Italie, par ces temps de Covid. Milan, évidemment, très touché par le coronavirus. Et vous écrivez sur votre compte Twitter, « Minuit, c'est l'heure où les invisibles deviennent visibles. Le métro désert, à part quelques dizaines de jeunes et de moins jeunes livreurs qui rentrent chez eux. » Hein, on le voit, sur le métro, il n'y a que des gens avec des vélos qui rentrent chez eux, en effet, qui ont livré toute la journée pendant que la ville, elle, dort toute la journée. C'est ça, dites-vous, le confinement à deux vitesses. C'est ça ce que vous appelez le digital labor, le travail numérique. Antonio Casilli, cette vidéo, dans sa simplicité et son calme, je la trouve en fait extrêmement violente, socialement violente. Elle nous dit quoi, cette vidéo, sur ce que finalement révèle ce confinement? Alors d'abord, la vidéo qui est tirée dont la source est un syndicat de protection des livreurs qui s'appelle Deliverance Milan, est vraiment un indicateur du fait que même si on nous a presque vendu le confinement comme quelque chose qui allait impacter tout le monde et donc finalement il fallait l'accepter parce que tout le monde allait être confiné, ceci n'est pas vrai. Il y a certaines personnes qui sont obligées à continuer malgré le confinement à travailler. Et donc, ces livreurs sont ceux qui assurent le dernier kilomètre
Et cette activité du dernier kilomètre, finalement, c'est les personnes qui s'occupent de aller chez le restaurant et vous livrer votre repas. Et c'est des personnes qui s'avèrent dans cette situation encore plus essentielles qu'avant, même si auparavant ils étaient déjà extrêmement importants désormais dans nos pays. Alors, dans le contexte français, tout comme dans le contexte italien et européen en général, c'est aussi révélateur du fait que nous sommes face à un confinement à 2 vitesses. Pour 35-39%, selon les estimations américaines, d'entre nous, la possibilité du télétravail est effectivement au rendez-vous, mais on a 60 et quelques pourcents de personnes qui finalement ne peuvent pas aménager leur temps et leur activité en se servant de ces outils distanciels, et donc finalement qui doivent encore sortir. Et c'est aussi les personnes, ces personnes-là, les personnes qui, malgré le confinement, doivent aller travailler à l'extérieur, sont ceux qui réalisent d'abord les métiers qui prévoient une plus forte proximité physique. Un livreur, malgré le fait que Deliveroo vous a vendu l'idée du sans contact, c'est pas sans contact pour lui, c'est pas sans contact pour le livreur. Le livreur doit entrer en contact avec le restaurateur, doit entrer en contact avec énormément de surfaces qui sont fort probablement contaminées, parce que, soyons clairs, par exemple, s'il doit toucher une porte, un digicode, un interphone, et ainsi de suite, il y a de très fortes chances que des centaines de personnes aient touché cette même surface. Et donc, ces livreurs-là ont besoin d'être protégés davantage, parce qu'ils réalisent un travail qui est un travail de proximité physique avec les êtres humains et avec les surfaces qui peuvent être potentiellement contaminées. Et face à ça, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, finalement, on a une catégorie de personnes qui n'est pas protégée, qui n'a pas le type de protection sociale dont jouissent par exemple les autres travailleurs de proximité, comme le personnel dans les hôpitaux, ou par exemple les autres personnes qui s'occupent de gérer, même par exemple dans la grande distribution, le quotidien. Même un caissier ou une caissière est aujourd'hui mieux protégé qu'un livreur. Et donc, dans ce contexte-là, la protection n'est pas seulement une protection physique, c'est-à-dire d'avoir un écran transparent, mais dans le contexte précis, c'est aussi une protection en termes, par exemple, d'encadrement salarial, en termes de protection sociale, en termes d'assurance maladie, que ces personnes n'ont pas. Jérôme? Oui, et dans tout ça, est-ce qu'on peut déjà savoir ce qui va rester? On parlera après d'un peu d'accoutumance, je pense, à la surveillance avec l'application, et un peu de solutionnisme et de la pression que font les entreprises. Mais il y a déjà quelque chose qui change énormément dans les usages. C'est-à-dire que, on en parlait juste avant, beaucoup de profs sont obligés de se mettre non seulement à faire de la visio, mais à préparer des cours numériques. Moi, je vois mes enfants passent des heures sur WhatsApp alors qu'avant ils ne connaissaient pas. On passe du temps avec différents outils numériques qu'on apprend de plus en plus. En même temps, on entend les gens râler beaucoup. Il y a un manque de contact. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Il y a aussi une visibilisation un petit peu de certains métiers dont on parlait, donc les livreurs, mais on s'inquiète, voilà, des éboueurs, des caissières. Donc, est-ce qu'on peut déjà savoir ce qui va rester? Est-ce qu'il va y avoir après un phénomène de rejet, ou est-ce qu'il va y avoir un phénomène d'acceptation et d'habituation à ces outils numériques? Alors, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui va se passer, parce que justement, on est face à un virus dont on ne peut pas prévoir l'issue. Alors, on peut espérer qu'on s'en débarrasse via, par exemple, un vaccin, mais on n'a pas face à nous vraiment un emploi du temps déjà tracé. Alors, en l'occurrence, ce qu'on peut dire sur la base de ce qu'on sait des sociabilités numériques est que des sociabilités numériques ne sont jamais entièrement dématérialisées. Et finalement, quand on est face à, par exemple, des plateformes qui nous permettent de garder la présence à distance avec nos proches, avec nos collègues, cette fabriquement accompagné d'une présence présentielle.
Hein. Donc, pour faire court, ce n'est pas parce que vous passez énormément de temps sur Skype que vous arrêtez d'échanger en présentiel en temps normal avec vos collègues. Et en général, si on regarde même le nombre d'interactions qu'on a chaque jour, les personnes qui ont plus d'interactions en face à face, ce sont aussi les personnes qui ont plus d'interactions via les différents canaux de communication que le numérique nous octroie. Or, ce qui se passe aujourd'hui est que finalement, on a réduit drastiquement, encore une fois, je répète, pour une certaine catégorie de personnes, pour ceux qui peuvent se permettre le télétravail et le confinement en termes de quarantaine chez soi, pour ces personnes-là, on a coupé la modalité présentielle, ou on l'a réduite drastiquement. Et donc, on se retrouve face à un quotidien, et même en général une sociabilité, qui est en présentiel limitée à ce qu'on appelle nos liens forts. Donc, ces personnes qui sont nos proches, nos compagnons, nos époux, nos enfants, et ainsi de suite. Et on a réduit aussi tous les liens faibles. Ces liens faibles, on les voit exclusivement via ces plateformes. Alors, qu'est-ce qui va rester? On va revenir, à mon avis, finalement à un hybride des deux, c'est-à-dire on va revenir à une situation dans laquelle les liens forts et les liens faibles, on module les modalités d'interaction, mais c'est extrêmement difficile qu'on puisse pérenniser une situation dans laquelle finalement on a compartimenté nos sociabilités en disant les personnes que je rencontre, c'est seulement mes liens forts, et les personnes que je vois à distance, c'est seulement mes liens faibles. La vie avant le coronavirus était faite de, que sais-je, 5 personnes avec lesquelles j'interagis souvent, et après des centaines de personnes que je croise dans le métro ou chez le boulanger ou sur mon lieu de travail. Et dans la mesure où on va vers le déconfinement, on va aussi revenir à cette situation-là, à mon avis. Alors justement, le déconfinement, on en a parlé très récemment, parce que le président, il y a quelques jours, a parlé de cette hypothèse des confinements possibles, progressifs, à partir du 11 mai. Nous l'avons dit dans Mediapart, beaucoup de questions restent restent en suspens. Antonio Casilli, je vous propose d'écouter donc Emmanuel Macron, c'était il y a 2 jours, et qui parlait notamment de cette application, éventuellement Stop Covid, qui est envisagée pour tracer nos contacts, nos liens avec la maladie et nous aider collectivement, dit-il, à sortir de cette épidémie, à nous déconfiner. On l'écoute. Pour accompagner cette phase, plusieurs innovations font l'objet de travaux avec certains de nos partenaires européens, comme une application numérique dédiée qui, sur la base du volontariat et de l'anonymat, permettra de savoir si oui ou non l'on s'est trouvé en contact avec une personne contaminée. Vous en avez sûrement entendu parler. Le gouvernement aura à y travailler. Il ne faut négliger aucune piste, aucune innovation. Mais je souhaite qu'avant le 11 mai, nos assemblées puissent en débattre et que les autorités compétentes puissent nous éclairer. Car cette épidémie ne saurait affaiblir notre démocratie ni mordre sur quelques libertés. Alors, Antonio Casilli, il est donc question de cette application, un Stop Covid, qui serait installé sur les smartphones, sur la base du volontariat et de l'anonymat, dit le président, avec un débat visiblement devant le Parlement. Et cette dernière phrase, cette épidémie ne saurait affaiblir notre démocratie ni mordre sur quelques libertés. Ce qu'on sait de cette application à ce stade, qui permettrait donc de tracer, mais vous allez nous dire, nos contacts sur les portables, savoir si on a été en contact avec un malade, est-ce que c'est inquiétant pour les libertés publiques? Est-ce qu'il faut d'ores et déjà dire non à cela? Oui, c'est inquiétant. Oui, il faut dire non. Et la raison est d'abord liée à l'histoire même, à l'historique même de cette application, ou alors je devrais dire à cette famille d'applications. Parce que malgré le fait qu'on ait commencé à réfléchir à une application au Covid-19 finalement d'application de traitement, de traçage plutôt, depuis le mois de février, c'est déjà une longue histoire. Donc 2 mois, on a déjà vu arriver 10 000 modèles différents. En fait, il y en a une dizaine de modèles différents selon le pays qui les a mis en place de surveillance de masse électronique à des fins de lutte contre le Covid. Du moins, sur le papier, c'est ça.
Donc, La Chine, la Corée du Sud, Singapour, alors, tout le voilà, monde a- donc il y a différents modèles et il y a le modèle français qui est le modèle européen, pour tout dire, hein, qui est assez différent. Donc, pour vous donner une idée de base, il y a le modèle chinois qui est basé d'une part, évidemment, sur le traçage GPS, donc finalement, ils identifient, ils vous géolocalisent, et ensuite, c'est aussi articulé avec leur système de crédit social. Donc, on vous donne un score de dangerosité qui auparavant était de nature économique et politique, et maintenant est aussi sanitaire. Et ils envoient ce score, par exemple, à des organismes compétents comme la police. Donc, voilà. De la Chine, on peut s'attendre à ça. Après, on a des solutions qui semblent être beaucoup plus cohérentes avec celle française, ou alors celle qui pourrait être une solution française, c'est la solution coréenne. Donc, la Corée du Sud a tout de suite mis en place un système, d'abord en open data, donc de données qui sont à disposition non seulement de l'État, mais aussi des citoyens et aussi des développeurs, donc des industriels d'autres applications. Donc, ils ont à leur disposition, évidemment, des tests massifs. Hein. Ils ont à leur disposition surtout une quantité énorme de lits d'hôpitaux, parce que c'est le pays dans lequel on a la proportion la plus importante de lits d'hôpitaux par citoyen. Et parce qu'ils ont ça, ils ont aussi décidé de mettre en place un traçage GPS seulement des personnes testées positives. Donc, c'est pas une surveillance de masse de toute la population. Dernier modèle, c'est le modèle Singapour. Le modèle Singapour est basé sur quelque chose d'entièrement différent. Et donc, il ne cherche pas à tracer le lieu dans lequel les citoyens se trouvent, mais à savoir qui a été en contact avec qui. Donc, on n'est pas face à du tracking, hein, mais on est face à ce qu'on appelle en épidémiologie du contact tracing. Ça peut paraître le même terme, mais c'est quelque chose d'entièrement différent. La logique est entièrement différente. La logique est, je suis un professionnel de la santé, donc il y a toujours un médecin quelque part. Je sais que toi, citoyen X, tu es malade, ou alors tu es positif pour l'instant, et je veux savoir avec qui tu as été en contact. Et je peux m'appuyer sur un outil technologique qui, par exemple, me permet, ou te permet à toi de te rappeler rapidement des personnes avec lesquelles tu as été en contact. Or, ça peut paraître une bonne idée, et c'est une bonne idée. Français, donc c'est ce qui est envisagé. Alors, c'est pas entièrement le modèle français. Alors, c'est le principe français. Après, le modèle français, c'est l'idée de base. Et il faut faire. Alors, même le modèle de Singapour est un modèle extrêmement invasif vis-à-vis de la vie privée. C'est quelque chose qui viole, je sais pas combien de règles du RGPD. Et finalement, l'idée de base, que peut-on faire pour réaliser ce que Singapour a réalisé, mais en évitant finalement que l'identité des contacts avec lesquels j'ai passé du temps et qui peuvent avoir effectivement contaminé le citoyen X soit dévoilée. Parce que malheureusement, le système de Singapour est quelque peu, disons, prédisposé vers une surveillance de masse de la part du gouvernement de Singapour, qui n'est pas célèbre pour son niveau de démocratie. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a fait en France, ou plutôt en Europe? On a mis en place un consortium européen qui s'appelle PEPPT. Je commence avec les acronymes. Vous m'arrêtez quand vous en avez marre. Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing. Parfaitement. Donc, ça veut dire un consortium qui s'occupe de faire du traçage de proximité, donc seulement des personnes avec lesquelles vous avez eu une proximité physique, mais privacy preserving, donc respectueux de la vie privée. Et après, à l'intérieur de ce consortium, il y a 10 000 solutions. L'une des solutions a été celle qui semble être celle choisie par la France, qui est donc le modèle qui s'appelle DP3T. Je ne rentre pas encore une fois dans cet acronyme, mais qui veut dire qu'il y a encore plus de protection, soit sur le papier, de la vie privée, parce que finalement, on n'a que des identifiants éphémères, et ces identifiants éphémères ne sont pas centralisés, stockés par l'État. Alors pourquoi c'est pas vrai selon vous ? Pourquoi c'est mauvais ? Parce que finalement, ça c'est sur le papier. Ce qui se passe en réalité est que, et ça plusieurs
experts en informatique, dont par exemple le président de Informatics Europe l'ont révélé tout de suite, ce système est anonyme tant que vous n'êtes pas positif. Le moment où vous devenez positif, il y a la possibilité de trianguler, donc de articuler votre inscription dans un fichier de santé, votre identifiant éphémère, et on vous identifie. Donc c'est d'abord un problème énorme parce qu'on n'est pas à l'abri de la question de la réidentifiabilité finalement de ces personnes et finalement aussi d'un ensemble de discriminations. On va y revenir. Deuxième question, cette solution-là, donc la solution française, est particulièrement exposée à des formes d'attaques qui sont réalisées, même pas par des personnes qui sont des experts en informatique, mais même vos proches et vos parents. Il suffit tout simplement de rentrer avec son Bluetooth étant dans une pièce, se mettre à proximité d'une personne et à ce moment-là, allumer le Bluetooth. Et de cette manière-là, vous savez si ça sonne ou ça sonne pas, si votre téléphone envoie une alerte ou pas, si cette personne a été déclarée positive ou négative. Et face à ça, on a un problème qu'on a déjà dans d'autres pays, typiquement en Corée du Sud, le problème des applications parasites. Les applications parasites, finalement, c'est des applications développées par des développeurs indépendants qui peuvent se brancher sur des données disponibles mises à disposition par ces autres applications de surveillance et qui peuvent provoquer des désastres en termes de vie privée. Par exemple, je vous dis ce qui se passe en Corée du Sud, parce que l'État coréen a mis à disposition ces données. Tout de suite, des personnes ont développé des applications qui vous permettent de suivre à la trace, mais vraiment des individus positifs et savoir tous leurs déplacements sur une journée. Ou alors, et là on en vient à la dernière question qui est, à mon avis, la plus grave de toutes ces applications de traçage, qu'elles soient privacy preserving ou pas sur le papier, c'est le problème de la discrimination. En Corée du Sud, par exemple, ces applications parasites ont été utilisées pour pointer du doigt des minorités religieuses, typiquement des églises chrétiennes au sein desquelles serait développée une deuxième vague de contamination. Et donc, les membres de cette église seraient désormais pointés du doigt et suivis à la trace par cette application-là. On n'est pas à l'abri de ce type de discrimination chez nous, parce que malgré le fait que tout le monde soit convaincu que le Covid est une maladie qui ne porte pas de stigmate social, au contraire, on assiste partout à des formes de discrimination liées au statut finalement Covid des personnes, positifs ou négatifs. Et le problème principal avec ces applications-là, y compris et surtout avec l'application française, étant donné l'histoire française, est qu'on s'expose à des discriminations des personnes qui ont ou qui n'ont pas l'application. Parce que même si Macron a affirmé que cette application va être installée sur base volontaire, il y a des très fortes chances que ça soit volontaire comme le plan Vigipirate. Le plan Vigipirate, officiellement, personne ne vous oblige à vous faire fouiller votre sac. Dans le code de sécurité intérieure, c'est bien marqué que les agents de sécurité n'ont aucun droit de vous imposer, de vous fouiller ou de regarder dans votre sac, etc., etc. Et pourtant, c'est volontaire, vous le faites de votre propre volonté. Et il y a de très fortes chances que cette application-là, ce Stop Covid, soit un nouveau plan Vigipirate. Si vous ne le faites pas, on peut vous le reprocher par ailleurs. Et voilà. Jérôme, peut-être dernière série de questions, puisqu'on le temps avance. Donc, voilà. Oui. Comment, voilà. Jérôme, les mots de la fin, les questions de la fin. Oui, auquel, je vais me faire un peu l'avocat du diable pour un peu répondre qu'Antonio puisse répondre à certains trucs. Est-ce qu'on n'a pas quand même l'impression qu'on est dans une autre configuration que de l'adoption d'autres dispositifs sécuritaires qui étaient souvent portés d'une manière secrète par les services ou sur une demande des services? Là, on a un peu l'impression que le gouvernement marche sur des œufs, c'est-à-dire qu'ils prennent la solution, la structure la plus respectueuse a priori,
États-Unis. Ils font appel à l'INRIA dans le cadre d'un consortium qui est assez réputé. Ils ont confié ça à la DINUM, donc ils n'ont pas confié ça à une entreprise privée. Et en plus de ça, il y a la question de l'applicabilité. C'est-à-dire qu'il y a l'étude de Science, publiée par Science, qui dit qu'il faut que ce soit 60% de la population qui l'utilise, en sachant qu'il y a 77% des gens qui ont un portable en France, un smartphone. Ça semble un peu inapplicable. Donc, on a un peu l'impression est-ce qu'en gros, ils vont le faire? Est-ce que c'est pas juste qu'ils le font sous pression et que, en fait, le temps qu'ils développent ça, que ça soit mis en place, ça soit pas appliqué, en fait, qu'ils fassent ça pour des raisons de communication plus qu'autre chose? Alors, il y a certainement il faut montrer que on est en train de faire quelque chose. Et tant qu'on n'a pas de masque, tant qu'on n'a pas de tests, tant qu'on n'a pas suffisamment de lits d'hôpitaux, ça, c'est une manière de montrer que l'État est en train, le gouvernement est en train de faire quelque chose. Après, personnellement, j'ai des doutes sur le fait que, malgré le fait que le gouvernement soit en train de veuille montrer patte blanche, et donc montrer que ils sont en train de respecter toutes les règles, etc., etc. Il y a énormément de manigances, et là, on en a eu des échos dans la presse spécialisée, des missions informelles qui sont confiées à des personnes dont on ne connaît pas le statut et on ne connaît pas véritablement les finalités, qui sont en train de, effectivement, collecter à droite et à gauche le consensus des différents organismes de l'État ou de la société civile. C'est une opération de séduction, cette app de séduction de la société civile aussi. Par exemple, vous pensez à Emery Wang au sein du comité scientifique? Wang, je pense évidemment à Cédric O. Ça, c'est quelque chose qui était documenté, documenté dans la presse. Là, pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui se passe et quelles sont les finalités ultimes de cette application. La question principale est que les consortiums dans lesquels il y a INRIA, mais il y a aussi le PFL et des tas d'autres acteurs universitaires, sont des acteurs qui fournissent des arguments, presque des arguments, des éléments de langage, à cette action qui est une action de l'exécutif. Et j'ajoute aussi qu'on a un gros point d'interrogation, c'est pas un point d'interrogation, c'est vraiment une espèce de vaisseau spatial noir qui pèse sur toute cette histoire, c'est Google et Apple. Parce que dans la meilleure tradition de ces multinationales qui cherchent à faire du lobbying et presque, ils cherchent à faire du gouvernement par la app, par les applications, comme d'autres font du gouvernement par les décrets. Donc, à un certain moment, ils ont dit, écoutez, pendant que vous êtes en train de discuter sur la légitimité de tout ça, nous, on va le mettre en place. Et donc, Google et Apple ont annoncé la semaine passée qu'ils vont eux-mêmes développer une application qui sera cohérente avec Stop Covid et donc qui passe par le traçage de proximité, toujours respectueux de la vie privée, parce qu'on sait très bien que Google est très très spécialisé dans le respect de la vie privée et que Google n'a jamais collecté des données, sauf celles qui sont déclarées dans ses conditions générales d'usage. Donc voilà, ironique, on est d'accord. Voilà, il faut mettre les balises sarcasme partout. Et donc le problème principal est que ces acteurs industriels-là sont en train de réaliser une pression politique sur les gouvernements européens, parce que c'est pas seulement la France, là on parle de la France parce qu'on y est, mais en Italie, on est en train de vivre exactement la même chose, et on est en train de vivre exactement la même situation extrêmement complexe du point de vue politique sur la pluralité d'acteurs qui sont impliqués dans cette histoire, certains acteurs visibles et certains acteurs beaucoup moins visibles, beaucoup plus opaques. Je voudrais vous poser une dernière question parce qu'on va manquer de temps et on va clore en quelques minutes, mais c'est une question extrêmement importante. Je crois que vous inquiétez aussi des utilisations possibles de ces applications magiques pour les gouvernants, pas juste du point de vue de la surveillance, mais aussi, dites-vous, pour éviter de poser les questions qui sont les questions budgétaires, les questions d'investir à nouveau dans l'hôpital, dans les politiques de santé publique, comme si ce solutionnisme finalement de l'application était une façon de
fermer d'ores et déjà le débat plus politique sur les moyens, sur la question sanitaire, la question de la santé publique. Oui, parce que cette application est imaginée, pour l'instant seulement imaginée, comme quelque chose qui presque fait abstraction de l'élément le plus important, les tests. Finalement, et les tests réalisés par des êtres humains. Soyons clairs, ce qui pèse sur le budget, et de manière légitime, sur le budget des hôpitaux, c'est les effectifs, c'est les personnes qui y travaillent. Pour pouvoir faire fonctionner cette application, nous avons besoin de personnes qui sont capables de se servir d'une application de traçage des contacts. Historiquement, je disais au début, cette méthode existait, donc tracer les contacts des personnes, par exemple, qui ont une maladie sexuellement transmissible ou de la TBC, voilà. On le faisait historiquement, mais c'était fait par des personnes qui étaient d'abord formées à ça, et ensuite des personnes qui avaient pouvaient exercer leur jugement professionnel pour savoir à qui dévoiler le fait que telle personne avait été déclarée positive à telle ou telle maladie. Dans ce contexte-là, on s'imagine, et c'est pas du solutionnisme, c'est vraiment de la pensée magique, que une application pourra notifier de manière automatique. C'est suicidaire. C'est quelque chose qui est ensuite extrêmement grave du point de vue effectivement, oublier le poids important et la nécessité de rémunérer des personnes qui font fonctionner cette application. Il n'y a pas d'application qui marche toute seule, comme il n'y a pas d'intelligence artificielle qui marche toute seule. Il faut toujours du jugement humain. Et donc, le problème principal de cet exécutif est de penser qu'ils peuvent ignorer l'importante quantité d'investissement public qu'il faut réaliser, qu'on aurait dû en fait réaliser pour pouvoir faire fonctionner un système de santé. On ne va pas remplacer des centaines de milliers de personnes, de professionnels de la santé, par une application magique. En fait, c'est comme un rappel à l'ordre, cette pandémie, d'une certaine façon. C'est l'idée que cette illusion du tout numérique dans nos vies, dans notre travail, dans nos comportements, notre consommation, finalement, n'est pas forcément opérante. Il y a toujours des humains derrière, qu'on n'est pas justement dans cette voilà, tout ça n'est pas le tout numérique n'est pas forcément notre seul horizon. Oui, le tout numérique s'avère être fait à la main par pas mal de personnes. Et donc, on a la visibilité désormais de personnes qu'auparavant on ne voyait pas. Donc, dans une ville déserte, voir tracer des livreurs, c'est le moment où des personnes qui étaient véritablement confondues dans la foule s'avèrent être les seules qui assurent cette infrastructure. Et de même, pour ces applications qui soignent magiquement les personnes, soi-disant, là, on est face à la nécessité de prendre en compte le travail humain des soignants. Et le travail humain des soignants est aussi le travail humain de ces soignants qui vont s'occuper de savoir qui a été contaminé par qui, parce que pour cela, il n'y a que des acteurs humains formés à ça, et les applications n'arrivent pas à le faire. Les applications sont extrêmement inexactes face à ça, et réellement face à un problème de positif partout. Alors, avant de se quitter, justement, on va leur rendre hommage à ces travailleurs du clic, ces invisibles auxquels vous avez rendu hommage dans votre documentaire et dont vous avez documenté l'existence et la vie, notamment ces livreurs à vélo, de Deliveroo, d'Uber Eats, actuellement très peu protégés pendant cette pandémie. On regarde un extrait de ce documentaire, évidemment fait avant le coronavirus, mais les situations décrites sont les mêmes aujourd'hui, bien sûr. Ils veulent que le client soit livré à l'heure à tout prix. Ils sont prêts même à sacrifier des livreurs pour que le client reçoive sa commande à l'heure. On est obligé d'en arriver à un point où, comme moi, t'es obligé de travailler le lendemain. Ça m'est arrivé hier et regarde, je suis déjà sur le vélo. In the computer business and in many other multinational businesses, the idea of denying rights to workers is very prevalent. However, one has to understand that we're talking about people.
Voilà, on va conclure comme ça, on parle de personnes. Merci beaucoup Antonio Casilli, professeur Merci à à vous. Télécom Paris, chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales. Merci Jérôme Mourdeau, journaliste à Mediapart, qui suit les questions numériques. Et tout de suite, nous retrouvons Usul et Cotentin, qui eux aussi suivent les questions numériques, s'occupent de se balader sur Internet toute la journée pour savoir ce que le confinement inspire aux internautes. C'est l'heure des confinautes. Tu m'entends? Ouais. Bon, les fonds, il faut arrêter par contre. Les gens, ils trouvent que c'est moche. Avec tes cheveux, c'est dégueulasse. Ça rend l'émission crado. Donc, Non, mais je te jure, c'est une vraie plus-value. Moi, j'y crois à fond. Hein. Non, on va pas mettre des fonds pour mettre des fonds. On va mettre du fond. C'est ça que les gens, ils veulent. Non, mais j'en ai marre. Tu veux jamais mes idées. Bon, tu sais quoi? Démerde-toi. Donc, on est reparti pour un mois de confinement. Ouais, et pour un mois d'épisodes des confinautes, et il y en a qui sont contents dans les commentaires parce qu'ils disent que ça fera plus d'émissions. Oui, bah c'est les mêmes qui sont contents quand il y a des réformes de droite parce que ça fait plus de manifs. Vous aimez juste voir le monde brûler, vous? Et puis il y en a qui sont contents que le confinement se poursuive parce que ça leur permet de balancer leurs voisins aux flics. Et les appels pour dénoncer le non-respect du confinement se multiplient. Oui, aujourd'hui nous allons parler de délation. Sachez que c'est pas bien, on fait pas ça, c'est pas de gauche ça. Ah bah ça tombe mal parce que moi je viens de faire une délation de gauche. J'ai appelé les flics parce que mon voisin il passait du Sardou à fond. Bah du coup là ils sont en train de prendre l'apéro tous ensemble. Ouais, ça marche pas du coup. Ah je regrette. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. La grande majorité des appels ne sont pas justifiés. Par exemple, une dénonciation parce qu'on a des voisins qui font un barbecue. Vous connaissez les Français, tout le monde a un grand-père résistant, mais s'il y a le pommier du voisin qui dépasse par-dessus la clôture, bah t'appelles Julien Courbet. T'es sûr que c'est pas Julien Delacroix? Certains appellent le 17, mais d'autres balancent tout simplement leurs voisins sur les réseaux sociaux en donnant leur adresse publiquement à la mairie. Bonjour, j'ai mes voisins qui reçoivent régulièrement de la visite au Encore aujourd'hui, ils sont jeunes, 25-30 ans. Que devons-nous faire? Tu vois Usul, ça c'est une bonne voix pour les voix off. C'est ça, trouver le ton juste. Toi tu fais toujours le même ton. Ouais, bon, là c'était un reportage sur Petit Quevilly, mais sachez que la Normandie n'est pas parmi les régions les plus poucaves de France. France Info a fait un top des pires voisins et la Normandie et la Bretagne sont au contraire des régions épargnées par ce genre de comportement. Alors, devinez quelle est la pire région de Balance. Alors moi au début j'avais pensé à la région PACA parce qu'il y a Nice, et Nice, bon on sait ce que c'est, hein, c'est les rapatriés d'Algérie, les petites vieilles peroxydées avec des petits chiens, les vieilles qui votent Sarkozy là, vous voyez, je sais, je connais bien, je les ai vus dans Quotidien, c'est Yann Barthès qui l'a dit. Alors ça c'est une bonne piste. En 2018, Christian Estrosi avait lancé une appli pour filmer les délits. Les images étaient direct envoyées à la police, ça s'appelait Reporty. Ouais, alors moi j'aurais proposé Vichy 2000, Poukavox ou Icolabo. Ça avait fait polémique à l'époque. Les Niçois étaient divisés entre les gens de droite qui trouvaient ça très bien et les gens de gauche qui étaient habillés n'importe comment. Ça va peut-être plus encourager à la délation, à l'observation des autres. L'épilogue, c'est que la CNIL leur a mis un gros stop. Mais du coup, la région PACA, ils sont hauts dans le classement des balances? Bah, on n'a pas les chiffres, mais on va dire que oui. Alors, comme la Normandie et la Bretagne, la Réunion et Mayotte font figure d'exception. Très peu d'appels. Par contre, on dénonce son voisin à Paris. La maire du 20e arrondissement a même mis en place un numéro exprès pour pas surcharger le 17. Et on apprend aussi un petit peu aux habitants à faire preuve de discernement entre ce qui nécessite une intervention de la police et ce qui est plus de l'ordre du conflit de voisinage. Et parmi les champions, on a d'abord la région Grand Est. Et on peut les comprendre, c'est un coin qui a payé un lourd tribut au virus. C'est ce que dit cette sociologue. C'est un phénomène classique lorsqu'on est face à quelque chose d'inexplicable, quelque chose qui vous dépasse, c'est extrêmement anxiogène. Ouais, on les connaît les sociologues avec leur culture de l'excuse là. Et puis il y a Bordeaux, où les appels au 17 pour dénoncer son voisin constituent 90% des appels après 16 heures. Putain de bourgeois de Bordeaux, vous êtes les pires, vous méritez même pas Philippe Poutou. Quand il sera maire, on va mettre en place une ligne pour dénoncer ceux qui ont des voitures trop chères et des résidences secondaires à Arcachon. Là, ça va être de la délation civique. Bonjour, monsieur le maire de Bordeaux. Mon voisin de droite cadre supérieur a embauché une aide à domicile non déclarée. Puis-je le dénoncer pour l'envoyer en prison comme Balkany? Merci. C'est les lacs du Connemara que j'entends au-dessus de toi, là? Pire, c'est le remix techno des lacs du Connemara. Ah bah tu vois, t'as appris une leçon aujourd'hui. Qui trop dénonce, finit dans les ronces. Merci Usul et Cotentin. Merci Antiane. Salut. À très vite sur Mediapart. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous écrire sur alerlibre@mediapart.fr. Bonne soirée.